L'objectif de la capsule vidéo, c'est de vous présenter une carte conceptuelle du fonctionnement de la famille. Alors peut-être juste d'entrée de jeu vous dire qu'une carte conceptuelle, c'est d'abord et avant tout un outil d'évaluation systématique et qui s'appuie généralement sur l'ensemble des connaissances dans un domaine particulier. Alors la carte conceptuelle du fonctionnement familial vise essentiellement à présenter les différentes dimensions du fonctionnement familial qui sont à documenter lorsqu'on rencontre une famille en clinique. Et les dimensions que je vais vous présenter dans le cadre de cette présentation-là, c'est au fond le résultat d'une recension d'écrits systématique sur la question de l'évaluation familiale. À quoi ça sert une carte conceptuelle? La première chose, c'est peut-être de soutenir l'intervenant lorsqu'il procède à une évaluation de la famille. Ça assure aussi que l'intervenant ne va pas oublier certaines dimensions importantes qui pourraient avoir un impact sur la problématique pour laquelle la famille consulte. Donc, c'est vraiment un outil de soutien à l'évaluation pour commencer. La carte conceptuelle, ça permet aussi à l'intervenant d'identifier parmi l'ensemble des dimensions qu'on va voir, quelles sont les dimensions qui apparaissent comme étant les plus déterminantes sur la situation pour laquelle il doit faire son évaluation. Il va noter sur sa carte conceptuelle les dimensions qui sont importantes selon lui et il pourrait éventuellement modifier la carte conceptuelle et la rendre accessible à la famille et aux jeunes. Donc, éventuellement, il y a un travail qui peut être fait par l'intervenant pour rendre cette représentation-là accessible pour la famille. Le danger, quand on utilise une carte conceptuelle, c'est de penser que la famille est responsable de toutes les problématiques. La famille est un facteur qui peut être un facteur de risque dans certaines situations ou un facteur de protection. Donc, il ne faut pas penser, en utilisant une carte conceptuelle, que les problèmes présentés, par exemple, pour un adolescent agressif émergent uniquement du système familial. Parfois, d'autres environnements vont aussi avoir une influence sur cette dimension-là. Quand on procède à une évaluation, on a une famille devant nous avec un adolescent ou un enfant. On cherche à voir, mais c'est quoi les facteurs? Quels sont, à notre avis, les facteurs intrafamiliaux, les facteurs extrafamiliaux qui peuvent être associés à la problématique pour laquelle la famille consulte? L'objectif de l'intervenant lors de l'évaluation d'une famille, c'est d'essayer d'identifier les principaux environnements, les principales personnes et les principaux événements qui peuvent être associés à la problématique ou à la demande de service. Une des questions qu'on doit se poser quand on fait une évaluation familiale, c'est quel est le rôle de la famille dans la problématique présentée? La famille peut jouer différents rôles. On dit dans certains contextes que la famille agit comme un facteur prédisposant de la problématique. Donc, elle est d'une certaine façon l'élément causal principal de la problématique. On peut penser ici dans des situations, par exemple, de négligence, d'abus physiques, d'abus sexuels intrafamilial. Il est clair que la famille, le fonctionnement familial, la dynamique familiale a un rôle déterminant sur ces problématiques-là. Parfois, la famille joue plutôt comme un facteur précipitant d'une problématique. On peut penser, par exemple, à une situation où les parents vivent une séparation, un conflit sévère de séparation s'installe et les enfants sont pris dans un conflit de loyauté entre les deux parents. Alors, bien sûr, ce conflit sévère de séparation-là constitue, d'une certaine façon, un facteur précipitant pour éventuellement les difficultés d'adaptation qu'un enfant pourrait rencontrer. Dans certains contextes, on dit que la famille peut être un facteur aggravant. L'exemple que j'ai, c'est, mettons, une jeune fille de 17 ans qui a été abusée sexuellement. Elle revient chez elle et la famille, par son fonctionnement, va plutôt nuire au développement ou nuire au rétablissement de cet enfant-là par des réactions plus ou moins appropriées concernant la situation. On peut dire à ce moment-là que la famille est un facteur aggravant de la problématique de l'enfant. Dans certains contextes aussi, la famille peut être un facteur de maintien par son fonctionnement. L'exemple le plus évident, c'est dans plusieurs familles de jeunes filles anorexiques, la famille va adapter son fonctionnement à la problématique de la jeune fille. Donc, en adaptant son fonctionnement aux exigences de la problématique de la jeune fille, la famille devient, d'une certaine façon, un facteur de maintien de la problématique. Et bien sûr, il arrive parfois que quand on rencontre une famille avec un adolescent, il est possible que
le fonctionnement familial a très peu de rôle à jouer pour la problématique pour laquelle il consulte. Puis même, on pourrait même considérer que la famille est plutôt un facteur de protection dans certaines situations, même si le jeune présente certaines difficultés d'adaptation. Donc, en fonction du rôle qu'il va identifier, du rôle de la famille qu'il va identifier dans la problématique, bien, l'intervenant va bien sûr orienter son intervention. Si effectivement il perçoit la famille comme un facteur prédisposant, bien, la famille, le fonctionnement familial général sera l'objet de son intervention. Mais s'il voit plutôt que la famille est un facteur précipitant ou aggravant ou de maintien, bien, il va travailler sur les dimensions qui sont les plus susceptibles de contribuer ou d'agir sur la problématique pour laquelle la famille consulte. Alors donc, tout ce travail-là se fait en même temps que l'intervenant fait son évaluation du fonctionnement familial. Donc, l'intervenant travaille donc à plusieurs niveaux en même temps pour en arriver à se faire une tête sur comment fonctionne cette famille-là. Pour aider l'intervenant à réaliser son évaluation, bien, on suggère d'utiliser la carte conceptuelle de la famille. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est donc la carte conceptuelle elle-même de ce fonctionnement familial-là. Dans cette carte conceptuelle-là, il y a différentes catégories de dimensions ou de composantes pour expliquer le fonctionnement familial. Parmi les catégories importantes, bien sûr, il y a la question des opérations familiales. Donc, les opérations familiales, ce sont les tâches que la famille doit réaliser au jour le jour pour maintenir sa survie, son équilibre et pour répondre aux besoins des différents membres de sa famille. La famille, pour résoudre ces opérations familiales, doit bien sûr compter sur la dynamique des relations entre les membres de la famille. Donc, il y a plusieurs dimensions qui vont avoir une influence sur les opérations familiales. Il y a aussi, bien sûr, la question de la composition familiale, de quel type de famille il s'agit et qui sont les individus qui font partie de cette famille-là. On sait que la composition familiale, les personnes ou même la structure familiale va bien sûr avoir un impact important sur la manière dont la famille va interagir, donc sur la dynamique des relations. Quand on fait l'évaluation d'une famille, on doit aussi tenir compte de son histoire développementale. Quels sont les événements auxquels la famille était confrontée, les différentes tâches développementales qu'elle a su résoudre ou non résoudre au fil de son histoire, la stabilité de cette famille-là dans le temps. Donc, ce sont des dimensions, on sait, qui vont avoir un impact, bien sûr, sur l'évolution des personnes, mais ça va avoir aussi un impact sur la dynamique des relations entre les personnes. Et finalement, il y a la question des ressources. De quelles ressources la famille dispose, quelles sont ses ressources au plan économique, social et communautaire. Et on sait que ces ressources-là ont un impact sur le fonctionnement d'une famille. On n'a qu'à penser, par exemple, dans des situations de négligence où les ressources économiques et sociales et communautaires sont souvent très lacunaires. Bon, on voit très bien que ces ressources-là peuvent avoir un impact déterminant sur la question de la gestion des opérations familiales. Alors, dans les prochaines diapos, je vais vous présenter chacune des dimensions et vous expliquer chacune de ces dimensions-là. Donc, la première dimension à prendre en considération lorsqu'on voit une famille, c'est la question des opérations familiales. Les opérations familiales, au fond, ça fait référence aux différentes tâches qu'une famille doit accomplir au jour le jour pour répondre aux besoins développementaux de ses membres, pour préserver leur santé, leur sécurité, leur confort, leur intimité et permettre le maintien de l'équilibre familial. Donc, ce sont toutes les tâches qu'une famille doit réaliser au jour le jour. La plupart des situations pour lesquelles une famille consulte, les problèmes peuvent être mis en relation avec l'une ou l'autre ou plusieurs de ces opérations familiales. Alors, on dit qu'il y a un lien étroit entre les motifs de consultation et les opérations familiales mises en évidence par le problème. Par exemple, on aurait un garçon qui aurait un comportement agressif dans la famille. Bien, le comportement agressif dans la famille pourrait être mis en relation avec la difficulté pour la famille de répondre aux besoins émotifs et développementaux des membres de la famille. Ça pourrait être mis en relation aussi avec la difficulté pour le couple parental d'exercer un leadership solide et d'appliquer des pratiques éducatives ou parentales adaptées au développement de l'enfant. On pourrait aussi penser que ces crises d'agressivité-là peuvent être en lien avec la difficulté pour la famille de résoudre les tâches développementales associées au stade de vie actuel de la famille qui pourrait être, par exemple, l'adolescence. Et ça pourrait mettre aussi en évidence la difficulté de la famille à résoudre les conflits et les crises familiales au fil de son évolution. Les opérations familiales, ce sont
d'une certaine façon, les dimensions qui sont mises en évidence par le problème. Et généralement, donc, on va tenter d'identifier nos opérations familiales en fonction du problème qui est présenté et on va tenter de comprendre les opérations familiales en portant notre attention sur les autres dimensions du fonctionnement familial, sur des dimensions de la dynamique, de la composition familiale, de l'histoire développementale ou des ressources. Mais fondamentalement, notre principale attention porte au départ sur les opérations familiales. Et d'une certaine façon, quand on évalue l'impact de notre intervention, on devrait évaluer l'impact en fonction de l'évolution des opérations familiales qui ont été mises en évidence par le problème. Donc, à la fin d'une intervention, je devrais avoir des progrès en fonction de ces différentes opérations familiales-là qui ont été mises en évidence au départ. Maintenant, on rentre dans les premières grandes dimensions qui vont avoir une influence sur ces opérations familiales-là, c'est les composantes de la dynamique du fonctionnement familial. Donc, il y a plusieurs dimensions. L'épistémologie familiale, donc on verra les croyances, les valeurs de la famille, les éléments de communication, la qualité de la communication entre les membres de la famille, la dynamique de la conjugalité, de la coparentalité, la cohésion familiale, l'organisation familiale et les compétences de gestion. Donc, on va regarder chacune de ces dimensions-là, mais on voit qu'effectivement, ces dimensions-là ont un rôle directement associé à la gestion des opérations familiales. Essentiellement, l'épistémologie familiale, ça fait référence aux croyances de la famille, à ses valeurs, à sa vision du monde qui est partagée par les membres de la famille. On sait que les croyances, les valeurs, ça va avoir un impact extrêmement déterminant sur la manière d'être en relation entre nous, entre les membres de la famille, donc la manière d'exercer nos rôles parentaux, la place qu'on va accorder aux enfants, la manière, nous, comme parents, de gérer nos relations entre nous. Donc, c'est sûr que les valeurs, c'est quelque chose, ou les croyances, ce sont des dimensions sur lesquelles on doit porter une attention assez soutenue parce qu'on sait que ça va avoir une influence déterminante sur le reste de la dynamique familiale. Donc, les croyances familiales ou l'épistémologie familiale, bien sûr, c'est une dimension sur laquelle on va porter souvent beaucoup d'attention parce qu'on sait que ça a un impact important sur le reste des autres dimensions de la dynamique familiale. Autre dimension déterminante, c'est la question de la communication. La communication, c'est une variable transversale. Hein? C'est une dimension qui est assez, je dirais d'une certaine façon, la communication, c'est un peu comme le carburant du fonctionnement du système familial. C'est par la communication que l'ensemble des autres dimensions du fonctionnement familial vont être influencées. Donc, la qualité de la communication va être déterminante sur la nature ou les difficultés ou éventuellement les forces qu'une famille pourra présenter. Donc, la communication, ça réfère à la fois aux communications instrumentales, donc la manière dont la famille gère sa vie au jour le jour, puis la communication autour de ça, et ça concerne aussi la communication affective, donc tous les aspects émotionnels de la vie familiale. Alors, la communication, on l'observe. Quand on est en entrevue, la communication, elle est vue lorsqu'on voit la famille en interaction. Donc, ça nous permet de voir, c'est quoi la qualité des échanges entre les membres de la famille? Est-ce qu'on peut exprimer différentes émotions? Est-ce qu'il y a une certaine capacité à exprimer les besoins, les émotions, les désirs? Est-ce qu'on est capable dans la famille d'exprimer des désaccords? Donc, on cherche à voir quel est le climat de la communication qui va avoir un impact déterminant sur le climat relationnel de la famille. Donc, c'est tellement important la communication qu'il y a même des écoles en thérapie familiale qui portent leur attention uniquement sur la question de la qualité de la communication. Autre variable aussi assez importante, c'est la question de la dynamique de la conjugalité et de la coparentalité. Alors, ces deux dimensions-là sont bien sûr des dimensions qui vont s'influencer réciproquement. Alors, la conjugalité, ça désigne la qualité, on peut dire le degré d'intimité, de complicité, de soutien et d'engagement et le temps consacré par les conjoints à la relation conjugale. En entrevue, c'est relativement facile à voir la qualité de l'intimité, le degré de complicité entre les parents, le degré de soutien qu'ils vont se donner mutuellement, ça s'observe relativement facilement. La coparentalité, elle, ça se définit par le soutien que les parents vont s'apporter mutuellement dans l'exercice de leurs rôles parentaux au niveau instrumental et émotionnel. Est-ce qu'on est complice dans l'exercice de nos rôles parentaux? Alors, bien sûr que coparentalité et conjugalité sont des dimensions qui sont fortement reliées.
La cohésion parentale est au cœur du fonctionnement familial. Est-ce que les parents s'entraident, se manifestent l'affection, sont complices dans l'exercice de leurs rôles parentaux? On sait que ça, là, c'est extrêmement déterminant sur la manière de gérer les opérations familiales. En contrepartie, si les parents ont beaucoup de difficultés, ont des désaccords concernant l'exercice de leur parentalité, ça risque de donner lieu à des conflits, éventuellement conjugaux, et bien sûr, affecter d'une certaine façon la sensibilité des parents à l'égard des besoins des enfants, puisqu'ils sont trop préoccupés par leurs conflits concernant l'exercice de leur parentalité ou de leur conjugalité. Alors, il est important de porter notre attention sur la manière dont la parentalité va s'exercer. Donc, M. Favès, un psychologue de Genève, a proposé donc des profils de parentalité. Pour lui, il existe 4 profils différents. Le profil cohésif se caractérise par le fait qu'il y a un niveau de soutien élevé entre les parents et un niveau bas de conflit entre eux. Les échanges des parents sont marqués par l'affection, la chaleur et le soutien est à la fois instrumental et émotionnel. Donc, c'est vraiment un couple cohésif là, qui exerce leur parentalité. Il existe aussi le type compétitif. Dans le compétitif, le soutien entre les parents est relativement bas et le conflit entre eux est très élevé. Alors, les parents, d'une certaine façon, sont en compétition pour savoir qui sera le plus proche de l'enfant. Alors, ça donne lieu des fois à des situations de dénigrement des parents l'un par rapport à l'autre et souvent, les enfants vont être témoins de désaccords, des disputes que les parents vont avoir entre eux concernant l'exercice de la parentalité. Il y a le profil déséquilibré. Dans ce profil-là, essentiellement, l'un des parents laisse le terrain à l'autre. En fait, il laisse toute la responsabilité à l'autre dans l'exercice de la parentalité. Dans ces contextes-là, bien sûr que le soutien, il est très bas et les conflits sont très bas puisque les parents n'ont pas à interagir concernant la parentalité. C'est un seul parent qui va exercer cette fonction-là de la famille. Et il existe un profil qu'on appelle centré sur l'enfant. Donc, ce sont des parents d'une certaine façon, au service de leur enfant. Ils sont très, très peu liés au plan affectif entre eux, mais ils vont mettre un accent important sur la manière d'exercer leur parentalité. Dans ces situations-là, dans ce profil-là, on dit les conflits est très bas. Il n'y a pas de dispute entre les parents, il n'y a pas de dénigrement entre les deux. La différence avec le coparentage cohésif, c'est que dans le coparentage centré sur l'enfant, mais il y a un certain vide émotionnel entre les parents. On parle souvent ici de famille ou de couple anorexique parce qu'il y a une certaine pauvreté de la vie émotionnelle chez ces parents-là. Autre élément important de la dynamique familiale, c'est la question de la cohésion familiale. La cohésion familiale, au fond, ça fait référence à la qualité des relations entre les membres de la famille et au climat affectif qui règne dans la famille. Dans la littérature, on dit que la qualité de la cohésion est un des facteurs de protection les plus déterminants pour l'évolution d'un enfant ou pour son adaptation personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la cohésion familiale? Ça se traduit par l'engagement, l'implication, le sentiment d'inclusion, la loyauté entre les membres de la famille, le soutien mutuel, l'intensité et la qualité des liens émotionnels, le niveau d'expression de l'affection, l'empathie, la confiance, le soutien émotionnel et le degré de différenciation et d'individuation dans la famille. Donc, c'est vraiment comment se gèrent les relations entre les différentes personnes. Alors, on dit que le niveau de cohésion dans la famille varie au cours de l'évolution de la famille. Bien sûr qu'au début, quand une famille a de jeunes enfants, la cohésion est très forte, très serrée. Et au fur et à mesure que la famille évolue, la cohésion va devenir un peu plus distante puisque les enfants vont commencer à vivre leur différenciation par rapport à leur famille d'origine. Autre élément déterminant, c'est l'organisation familiale. Alors, ça réfère essentiellement à la manière dont la famille gère son fonctionnement. Donc, la gestion des rôles, des règles, des frontières, du pouvoir, la distribution des tâches dans la famille. Ça fait référence aussi à la clarté des frontières qui existent à l'intérieur de la famille, des frontières intergénérationnelles ou interpersonnelles. Et ça réfère aussi à la capacité, au fond, de la famille à modifier ses règles de fonctionnement en fonction des situations, des événements et du développement de cette famille-là. Donc, on peut penser parfois qu'une famille qui a une bonne flexibilité, une bonne organisation flexible, va être une famille qui va être capable de s'adapter aux changements développementaux des enfants et de ses membres. Une famille qui a une faible flexibilité, c'est une famille donc, qui va avoir plutôt tendance à être rigide dans son fonctionnement.
Dernière dimension dans les composantes de la dynamique familiale, c'est les compétences de gestion et de résolution de problèmes. Ici, ça fait référence aux habiletés de la famille à accomplir les différentes opérations familiales. Est-ce que la famille est bonne dans sa capacité à résoudre des problèmes? On a tendance à penser que cette composante-là est en quelque sorte l'équivalent des fonctions exécutives sur le plan du fonctionnement familial. C'est une composante chef d'orchestre, si on veut, qui est capable de mettre ensemble les dimensions pour essayer de régler ou de gérer au jour le jour les différentes opérations familiales. Donc, on vient de voir les opérations familiales, la dynamique, les composantes de la dynamique familiale. Maintenant, on va rentrer dans les autres dimensions, qui est la première autre dimension, c'est la composition familiale. Qui compose cette famille-là? Quand on pense à la composition familiale, on va d'abord penser à la structure familiale. C'est qui cette famille-là? C'est quoi le nombre de personnes, l'âge des personnes, le sexe? Et éventuellement, est-ce que c'est une famille recomposée? C'est une famille stable? Bon, on cherche à voir quelle est la structure de cette famille-là. Et en même temps, quand on regarde la famille dans sa structure, dans sa composition, on va regarder aussi les individus. À quoi ressemblent les individus? Quelles sont leurs caractéristiques? Et on tente de voir dans quelle mesure les caractéristiques de chacun peut avoir une influence sur la manière dont la famille va se gérer au jour le jour. Donc, bien sûr que ça se fait tout au long du processus d'évaluation. C'est pas quelque chose qu'on évalue d'un coup, mais c'est notre interaction avec la famille qui nous permet de voir quelles sont les singularités, les caractéristiques des différents membres de la famille et en quoi ces caractéristiques-là peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de la famille. Une dimension qui est très importante à documenter, c'est l'histoire développementale de la famille. Parce que la manière dont la famille a vécu ces événements va déterminer, bien sûr, la manière dont la famille va interagir et éventuellement gérer ses opérations familiales. Dans l'histoire développementale de la famille, donc, il y a plusieurs dimensions qu'on doit prendre en considération. Bien sûr, il y a les relations que les parents ont eues avec leur propre famille d'origine, la résolution des tâches développementales, comment ils ont géré leurs tâches développementales au fil des années. Est-ce que c'est une famille qui a connu beaucoup d'instabilité, de stabilité? Quels sont les stress vécus par la famille? Et est-ce que la famille a été confrontée à des événements marquants qui ont pu avoir une influence déterminante sur son fonctionnement familial? Les relations avec les familles d'origine, bon, ça fait référence à quelles ont été les histoires des parents dans leur propre famille d'origine. Quelle est la qualité des relations entre les familles d'origine et la famille actuelle? Une question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce que votre famille en pense du problème pour lequel vous consultez? Déjà, par cette question-là, on a un aperçu de c'est quoi la qualité des liens? Est-ce qu'il y a de la complicité? Est-ce qu'il y a un engagement de la famille étendu ou pas? Et là, ça nous permet de rentrer mais vous, dans votre famille, comment c'était? Donc, on peut rentrer progressivement dans le fonctionnement de la famille à partir d'une question aussi générale que celle-là. La résolution des tâches développementales, ça fait référence aux différents défis développementaux auxquels la famille est confrontée au fil de son évolution. Il existe plusieurs tâches développementales. Il y a bien sûr dans la famille, il y a la tâche développementale de la formation du couple. Bon, il y a les défis associés à la formation du couple. S'il y a des tâches développementales non résolues lors de la formation du couple, mais ces tâches développementales-là vont avoir une influence sur la manière dont la famille va gérer ses prochaines tâches développementales associées à l'arrivée des enfants. Donc, pour chacune des étapes développementales, il y a des défis développementaux. Un cumul de tâches développementales non résolues au fil de son évolution fait en sorte que la famille devient de plus en plus vulnérable aux crises familiales et à un certain dysfonctionnement familial. Alors, je vous invite à aller lire un texte là-dessus sur les différentes tâches développementales. C'est essentiel pour un intervenant de connaître par cœur les tâches développementales d'une famille. Autre élément important qu'on oublie parfois, c'est de documenter la stabilité familiale et la stabilité de l'environnement. Combien de fois la famille a changé de composition? C'est-à-dire, pour un enfant, mettons un premier enfant, bon, lui, c'est sa famille stable. Il est arrivé un autre enfant, bien, c'est un changement de configuration pour lui. Il est arrivé un autre enfant, c'est un autre changement de configuration. Les parents se sont séparés, c'est un autre changement de configuration. Il y a un nouveau conjoint qui est arrivé, c'est un nouveau changement de configuration. Donc, on cherche à voir, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité ou plutôt une certaine stabilité dans le fonctionnement de la famille? On peut aussi documenter la stabilité environnementale, le nombre de fois que la famille a changé d'environnement, donc de déménagement, donc peut-être de l'immigration, éventuellement changement de quartier, changement de ville. Tous ces changements-là peuvent être à l'origine aussi de difficultés d'adaptation, par exemple, pour la famille et éventuellement pour un enfant. Donc, on sait que l'instabilité familiale et environnementale, ça peut nuire
à la continuité relationnelle des individus avec les personnes de leur entourage et conséquemment à leur sentiment de sécurité, à la qualité de leur insertion sociale, éventuellement à leur développement social. Les stress. Bon, on peut demander par exemple à la famille, qu'est-ce que vous avez vécu comme événement cette année? Ça peut être des événements positifs, ça peut être des événements négatifs. Bon, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être une amélioration de la situation familiale, un déménagement de la famille, une nouvelle maison pour la famille. Donc, ce sont des événements qui peuvent être positifs, mais qui ont quand même demandé une certaine adaptation. Et il existe aussi des événements négatifs, donc des conflits intrafamiliaux. Ça peut être des stress, des séparations, des décès, la maladie. Ça peut être aussi des problèmes économiques. On peut dire, par exemple, la pandémie, c'est un stress important, un stress externe important qui a eu, c'est sûr, un impact très déterminant sur le fonctionnement des familles. Donc, ce sont des événements qu'on doit prendre en considération lorsqu'on évalue, je dirais, l'adaptation de la famille, sa capacité aussi à bien gérer les opérations familiales. Et on sait qu'un cumul d'événements stressants vécus par la famille au cours de la dernière année, ça contribue bien sûr à diminuer ses capacités d'adaptation. Ça peut augmenter les probabilités qu'une famille vive un certain dysfonctionnement ou éventuellement une crise familiale. Dernière dimension de l'histoire développementale, c'est de poser la question aux parents, à la famille, est-ce qu'il y a un événement déterminant dans votre histoire qui a pu avoir un impact important sur votre évolution? Donc, on cherche à voir s'il y a eu des événements critiques qui ont pu agir soit positivement ou soit négativement sur la trajectoire développementale de la famille. Par exemple, je pense à des situations cliniques que moi j'ai vues. Donc, le suicide d'un parent lorsque les enfants avaient 7-8 ans, on sait que c'est un élément déterminant sur le reste de l'histoire développementale de la famille et ça va avoir un impact déterminant sur la trajectoire développementale des enfants. Donc, de poser cette question-là, c'est au fond essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de résidus, de choses non réglées autour de ces événements-là qui ont un impact encore aujourd'hui sur l'adaptation familiale et personnelle des individus. Les dernières dimensions, c'est les ressources familiales. Est-ce que la famille a accès à de bonnes ressources économiques? Est-ce que la famille a accès à un bon soutien social? Est-ce que la famille a accès éventuellement à des services? Bien sûr, on sait que la qualité des ressources dont bénéficie la famille, bien, ça va avoir un impact sur, d'une certaine façon, la souplesse de la famille à gérer ses relations, éventuellement sa manière de gérer les opérations. Donc, un manque de ressources économiques, un manque de ressources sur le plan social peut constituer un facteur de stress déterminant sur la manière d'être en relation et éventuellement un impact déterminant sur l'équilibre personnel aussi des individus. Donc, les ressources sont une dimension importante à considérer lorsqu'on fait l'évaluation d'une famille. La dernière dimension, c'est le contexte socioculturel. C'est la toile de fond sur laquelle s'érige la famille. C'est l'assemblage des caractéristiques identitaires et culturelles de la famille. Donc, ça fait référence à la nationalité, l'identité ethnique et religieuse, la classe sociale d'appartenance, le contexte politique et les valeurs et croyances de la communauté dans laquelle la famille est intégrée. Bien sûr qu'une famille immigrante qui arrive avec son bagage culturel, bien, tout ce bagage culturel-là, qui est son contexte socioculturel, ça a un impact déterminant sur la manière dont les relations vont se faire, éventuellement la manière aussi de gérer les opérations familiales. Donc, le contexte socioculturel constitue donc le fil principal qui influence de façon majeure la conduite des individus et le fonctionnement global des familles. Donc, on ne peut pas intervenir de la même manière en fonction des différentes cultures des familles. Donc, c'est un élément déterminant puisque la famille s'érige sur cette question-là du contexte socioculturel. Alors maintenant que la carte a été présentée puis les différentes composantes bien définies, je vais vous expliquer comment on peut utiliser ce modèle-là dans le cadre d'une entrevue d'évaluation avec la famille. La première chose, lors d'une première entrevue de famille, c'est d'essayer de ne pas trop se centrer trop rapidement sur une composante en particulier, se dire « Oh, regarde, il y a un problème de communication. Oh, mon Dieu, la parentalité, c'est pas terrible. » Quand on fait une évaluation, on commence par faire un tour d'horizon. On pose des questions générales sur chacune des dimensions. Alors, bien sûr, on commence toujours une entrevue en demandant c'est quoi vos motifs de consultation? Qu'est-ce qui vous a amené à consulter? C'est quoi les problèmes à l'origine? L'objectif, quand on pose cette question-là, c'est bien sûr prendre connaissance du problème, mais très rapidement se demander en quoi ça met en évidence différentes opérations familiales qui semblent être en difficulté. Alors ça, c'est la première chose on se dit, OK,
on voit que dans la famille, il y a telle opération qui semble un petit peu problématique. Et ensuite, on continue à documenter la famille. Bon, comment ça va? On pourrait demander la famille, est-ce que c'est une famille intacte, famille recomposée, la stabilité de la famille, ça fait longtemps, est-ce qu'il y a eu des changements environnementaux, des changements dans la composition familiale? On peut poser des questions sur, parlez-moi de votre fils, comment il est, puis bon, on peut demander à une fille, par exemple, parle-moi de ta maman, comment elle est. Donc, on va documenter aussi par un processus de questionnement circulaire. Donc, on va demander à chacun de se présenter puis de parler de leurs caractéristiques individuelles. Donc, on a un aperçu déjà de qui sont les personnes, quelles sont leurs principales caractéristiques. On peut poser à la famille des questions sur où est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur travail, dans quel quartier, est-ce qu'ils appartiennent à une communauté culturelle. Donc, on a, par ces questions assez générales, un aperçu du contexte culturel et économique de la famille. Une fois qu'on a fait un peu le tour de ces questions-là, on peut demander à la famille, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour tenter de résoudre le problème? Donc, on tente de voir, est-ce que les solutions mises de l'avant par la famille ont contribué à aggraver le problème? Selon certains auteurs, le problème dans les familles, c'est la solution qui a été tentée pour résoudre le problème. La solution aurait un impact aggravant ou de maintien de la problématique. Donc, on tente de voir, mais c'est quoi les solutions que la famille a pu mettre de l'avant et en quoi ces solutions-là ont pu être favorables ou défavorables à l'évolution de la famille. Alors, on peut demander à la famille comment ils font pour régler des problèmes. Mettons, racontez-moi un problème. Comment vous faites pour régler des problèmes? Alors, quand on pose cette question-là, au fond, ils vont nous expliquer, bon, on fait ça comme ça. Donc, on est en train d'avoir accès à la manière dont la famille communique, comment les parents gèrent leur coparentalité, c'est quoi les rôles dans la famille, c'est quoi les pouvoirs, est-ce que les frontières sont bien respectées. Ça nous donne accès aussi au climat des échanges entre les membres de la famille lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes. Donc, racontez-moi comment vous gérez un problème. Racontez-moi un problème et vous allez avoir accès à toutes ces informations-là de façon sommaire. En même temps qu'on va poser ces questions-là, on va être en mesure d'observer, de documenter la qualité des relations avec les parents. On peut poser comme question, vous les parents, est-ce que ça vous arrive de sortir de temps en temps juste les deux, ou au contraire, vous êtes plutôt toujours centré avec les enfants, ou vous passez plutôt votre vie avec les enfants. Donc, on tente de voir quelle est la place de la conjugalité, quelle est la place de la coparentalité, éventuellement, quel est le profil de parentalité de la famille. On pourrait poser des questions aussi sur les croyances de la famille, sur différents sujets. C'est quoi, par exemple, pour vous, les principales valeurs? C'est quoi les valeurs, la valeur la plus importante pour vous? Essayez de communiquer à vos enfants. Donc, on tente de voir, mais c'est quoi les valeurs? C'est quoi les croyances? Comment vous, monsieur, vous voyez votre rôle de parent auprès de vos enfants? Donc, il est en train de nous parler de ses croyances, de ses valeurs, de sa vision du monde comme parent. Donc, ce sont des questions qu'on va tenter de documenter. Alors, on peut, comme j'ai mentionné tantôt, pour dire, mais là, vous consultez pour tel problème, qu'est-ce que vos parents en pensent? Qu'est-ce que vos frères et sœurs en pensent? Quand ils nous disent qu'est-ce que les gens en pensent, mais ils sont en train de nous parler aussi de la qualité des relations, la nature des relations qu'ils entretiennent avec leur famille étendue. On pourrait aussi leur demander, mais vos amis, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors là, ça nous donne accès à est-ce qu'ils ont un réseau? Est-ce qu'ils se confient à leur réseau? Est-ce que le réseau est un soutien ou non pour eux? Alors donc, c'est une question simple. Qu'est-ce que vos amis en pensent? Donne un aperçu du réseau social de soutien. Et éventuellement, on peut demander, mais c'est qui les services? Qu'est-ce que vous avez pu consulter? Est-ce que vous avez accès à des services? Ou est-ce que vous avez tenté d'avoir accès à des services pour la résolution de vos problèmes? Pour mieux connaître l'histoire développementale de la famille, on peut demander, par exemple, dans votre histoire comme parent, c'était quoi la période pour vous qui a peut-être été la plus difficile ou la plus facile? Être un couple, avoir des enfants, l'arrivée de l'adolescence. Qu'est-ce qui a été pour vous des moments clés dans votre évolution qui ont été plus difficiles pour vous? Donc, on tente de voir quelles sont les tâches développementales qui ont été des défis importants pour la famille et comment la famille a été en mesure de résoudre ces tâches développementales-là. On peut poser la question aussi sur
c'est quoi les stress que vous avez vécu au cours de la dernière année? Donc, on cherche à voir, donc, est-ce qu'il y a eu un cumul de stress qui fait en sorte que la famille a diminué ses capacités d'adaptation pour faire face aux nouveaux défis développementaux de la famille et de ses membres? Enfin, on pourrait demander à la famille, mais dans votre histoire, y a-t-il un événement marquant, comme j'ai dit tantôt, qui a pu avoir une influence sur l'histoire développementale de votre famille, sur les membres de la famille? Au fond, je viens de vous montrer comment on peut faire un premier entretien familial en posant des questions plutôt larges sur la problématique, en documentant bien notre problème et en tentant de voir quelles sont les opérations familiales mises en évidence par la problématique présentée par la famille. Une fois cette évaluation-là faite, l'intervenant peut prendre la carte conceptuelle et se faire une tête sur quels sont les facteurs de risque, quelles sont les dimensions qui apparaissent les plus déterminantes. Donc, vous voyez ici sur la carte, j'ai pensé à une situation clinique en particulier. Donc, j'ai mis en rouge, l'intervenant pourrait mettre en rouge ou encercler les dimensions qui lui apparaissent les plus déterminantes. Ça lui montre un peu sur quoi il pourrait travailler et sur la base de ça, il pourrait choisir d'entrer dans la famille par toutes sortes de portes. Il pourrait se dire, je vais commencer par la communication, ou je pourrais travailler plutôt avec les parents sur la résolution des tâches développementales, ce qui aura un impact sur la conjugalité et la coparentalité, qui va peut-être améliorer la communication et la cohésion familiale. Donc, il va choisir une porte d'entrée qui lui apparaît la plus pertinente dans la situation clinique. Ça, c'est, je dirais, suite à une première rencontre ou les deux premières rencontres d'évaluation avec la famille. Donc, l'intervenant est en mesure de se faire une première idée du fonctionnement familial. L'objectif par la suite, c'est d'aller un peu plus loin. Là, il va faire du forage des composantes qui lui apparaissent comme étant vraiment les plus déterminantes. Est-ce que les tâches développementales, c'est si important que ça? Est-ce que la communication, c'est quelque chose de si majeur dans cette famille-là, ou la cohésion, ou l'organisation? Donc, il va sonder de façon beaucoup plus approfondie les dimensions qu'il a retenues dans sa première partie d'évaluation. Et éventuellement, il va donc parfois changer sa décision, il va ajuster sa décision en fonction du forage qu'il fera. Et à la limite, une fois que son forage est fait, son hypothèse est peut-être bien claire dans sa tête, mais à la limite, il pourrait aussi élaborer un modèle explicatif de sa compréhension de la problématique. Donc, ici, vous avez un exemple. Là. Donc, l'intervenant pourrait dire, bon, en fait, dans cette famille-là, là, c'est vraiment les difficultés de communication avec l'évitement des conflits qui est à la base des difficultés dans la résolution des tâches développementales, qui a pu influencer la conjugalité, la cohésion, les compétences de gestion, éventuellement différentes opérations familiales. Donc, il peut se faire un modèle explicatif de la situation et, à la limite, un intervenant pourrait prendre cette diapo-là et la présenter à la famille dans la tentative d'élaborer avec la famille, ça serait quoi le meilleur plan d'intervention, donc de les impliquer dans l'élaboration d'une planification d'intervention qui contribue bien sûr à soutenir l'alliance thérapeutique. Alors voilà donc, sommairement, là, les différentes dimensions à considérer lorsqu'on évalue une famille et quelles sont les principales étapes qu'on peut suivre pour évaluer ou pour procéder à une évaluation familiale. Alors, je vous recommande, bien sûr, c'est une présentation sommaire, je vous recommande de lire les textes qui sont associés à cette présentation-là. Donc, tout ce que je vous ai présenté là est écrit dans des articles scientifiques auxquels vous pouvez facilement avoir accès et ça vous donnerait peut-être un aperçu un peu plus étoffé des différentes dimensions du fonctionnement familial. Alors, merci pour votre attention.